à tous, bienvenue sur les Chroniques de Soho numéro 3. Aujourd'hui, nous accueillons notre amie Florinette Saint-Hilain qui va nous parler d'elle, de sa vie, de ce qu'elle fait. Donc, bonjour Florinette. Bonjour Audrey, bonjour Bonjour, Sophie. Bonjour bonjour à toi, Sophie. Florinette. Alors, on a hâte de découvrir ton parcours, notamment dans la spiritualité. Tu vas nous raconter d'où tu viens, ce que tu fais et ce que tu aimes faire. D'accord. Je m'appelle Florinette, ce n'est pas mon vrai prénom, puisque c'est en hommage à ma maman que j'ai perdue très jeune, qui m'a toujours appelée Florinette. Et alors que mon nom, on va dire, de baptême, c'est Florence, mais pour moi, c'est un prénom qui résonne beaucoup plus dans mon cœur parce que c'est ma maman qui l'a choisi en fin de compte. Et puis, on ne peut pas vraiment donner un prénom à Paulinette. Mm. Voilà. Oh, c'est joli Florinette, hein. Nous, on adore Florinette. Ou Ouais, Flo-Flo. Aussi, je t'appelle voilà. Flo-Flo. Moi, j'aime bien t'appeler Ouais, comme ça. c'est ça. Oui, mon papa, c'était aussi Flo-Flo. Mais voilà, donc moi, sinon, je viens de la région parisienne. Et ce qui m'a amenée à m'intéresser à la spiritualité, c'est ma maman. Et ça a commencé quand j'avais, alors déjà toute petite. Alors là, je vais vous confier quelque chose que je ne dis pas forcément, mais maintenant j'ai envie aussi je trouve que c'est bien aussi de le dire parce que ça fait partie de mon parcours. Quand j'avais 6 ans, maman me disait, dès que tu voyais une église, tu lâchais notre main, tu traversais la route. Alors des fois, ça leur faisait peur parce que je ne regardais pas ni à droite ni à gauche. Et il fallait que tu rentres dans l'église, faire le chemin de croix. C'était tout. Et dès que j'avais fait le chemin de croix, je sortais, j'avais la banane. J'étais contente, j'étais heureuse pour toute la journée. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai des souvenirs, oui, parce que ça a duré quand même pas mal de temps. Ça a commencé quand j'avais 6 ans et ça a duré longtemps, puisque quand on était parti en sport d'hiver avec l'école, je ne prenais des photos que d'église. Et ma mère, elle disait, mais arrête, arrête, il y a aussi la montagne, il y a aussi la neige, il y a les beaux paysages. Voilà, j'étais très, très attirée. Alors, je ne veux pas mélanger spiritualité et religion, mais je sentais une atmosphère peut-être différente parce que moi, je n'aimais pas, je n'ai jamais été attirée par la religion. Je n'avais pas des parents qui allaient à la messe, qui étaient très religieux. C'était juste ce côté d'un homme qui avait vécu et souffert dans sa crucifixion. Et donc, c'est ça surtout qui m'interrogeait, ouais, je me posais beaucoup de questions autour de ça. Donc, même très tôt, je regardais des documentaires, j'essayais de comprendre ce que cet homme avait à nous dire. Mhm. Et donc, ça a été on va dire, mon premier réveil vers cette spiritualité, vers ces messages qui sont très beaux, qui m'ont Ouais. Qui t'ont laissé. appelé. Ils t'ont Oui. appelé. Tu t'as jamais creusé de ton côté à savoir si ça pouvait être une réminiscence de vie antérieure? Oui. Parce qu'on sent chez toi hein, ce côté un peu, comment dire, tu vois, quand on te voit, tu sais, on disait tout à l'heure, Florinette, elle est parfaite, elle fume pas, elle boit pas, voilà, on dirait que tu as une vie bien cadrée, etc. Et le fait que quand tu vas dans les églises et tout ça, qu'est-ce que ça t'évoque, qu'est-ce que ça réveille en toi? Parce que en tant que petite fille, tu n'avais pas encore, t'avais pas été encore incrustée par les adultes d'une quelque. Tes parents étaient religieux ou pas? Non, Ils étaient bigots? Non, pas du non, tout. non, non, pas du tout. Ah non, non, pas du tout. Ils n'allaient pas à la messe, ils n'allaient pas dans les églises ou juste pour regarder, pour visiter, on va dire. Mais sinon, non, non, il n'y avait même pas de croix, il n'y avait même pas, il y avait rien. Il y avait aucune statue, non, il n'y avait rien, 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 rien à la maison. Mm. Non, non, Ouais, c'est non, ça. je me suis jamais effectivement penchée là-dessus. Mais mes parents, oui, ça les a beaucoup étonnés, beaucoup interrogés. Même mon grand-père disait à mes parents, mais on fera une bonne sœur de votre fille. Alors, parce que j'avais accroché des photos de Jésus dans ma chambre, voilà, c'était pas. Alors que pas du tout, puisque ma mère me disait, mais non, elle ne supporte pas les curés, elle ne supporte pas les bonnes sœurs. Les curés me dérangeaient en fonction de leur habit tout en noir. Je me disais, mais pourquoi ils portent le deuil alors Mm. que Jésus n'est pas mort, il a ressuscité. Ben voilà, j'étais vraiment dans toute cette réflexion-là, petite.
Et donc, non, ça ne pouvait pas Ouais. venir au Et lit. et t'as pas senti une forme de réceptivité ou du fait que tu puisses aller accrocher dans ta chambre justement le Christ, la Vierge, enfin peu importe. Bah, C'est quelque chose que tu ressentais en toi ou qui te dépassait ou oui, ça complètement. te rassurait? Ça Oui, te complètement, rassurait? Tu leur complètement. parlais? Comment ça se passait? Oui, je leur parlais, ouais, c'est sûr. Je lui Mm, parlais. Pour moi, c'était un grand frère. Et pour moi, on l'avait tous. Je sais pas comment expliquer. Pour moi, c'était notre grand frère à tous. mm, C'est très bizarre, quoi. C'était pas, je le prenais pas comme le prennent les religieux. Pour moi, c'était quelqu'un qui était venu nous amener quelque chose de beau, de magnifique et qu'il fallait vraiment ben, qu'on tende un peu plus l'oreille, j'avais envie de dire, mais mhm. qu'on se penche un peu plus sur ses écrits parce que c'était là, c'est l'essence même de la vie, quoi. Donc, Ouais. c'est que des messages Un d'amour. appel. Moi, regarde, c'est pareil, hein. On sait bien parce qu'on peut discuter un peu aussi de notre passif quand c'est comme ça. Moi, mes parents n'étaient pas du tout bigots, très rationnels. Ma mère, si elle avait fait un peu les églises, mais elle nous avait fait le choix de ne pas nous baptiser. Et pourtant, pendant une période, en fait, ça m'a beaucoup attirée. Ça, voilà, j'avais besoin de quête de réponse. Donc peut-être que pour toi, ça s'est passé. J'ai toujours ma petite Vierge à côté de mon lit avec mon Saint Joseph. Voilà, ils sont là, ils Mais protègent la maison, voilà, ils sont l'écoute dont on a besoin quand personne. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, plus personne n'écoute personne, hein, Bah, finalement. ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis bah, après, bah, je suis toujours restée très proche, c'est vrai que de Jésus, de sa vie. Et puis, je me suis intéressée. J'aime beaucoup lire, c'est vrai, la vie des saints. Voilà, tout ça, ça Mm. m'a toujours interrogée. Et je vais faire un bond en avant, parce que là, on parle de 6 ans, mais là, je vais revenir à mon papa, qui en 2019 a fait une pancréatite aiguë. Et il a été plongé dans le coma parce qu'il souffrait énormément. Parce que même si Mm. toute l'acidité était rentrée dans les poumons, enfin, c'était quelque chose de terrible. Et avant qu'il le plonge dans le coma, ils m'ont dit de lui dire au revoir, en fin de compte, de lui dire adieu. Et ce que j'ai fait, bon, il était déjà plus vraiment conscient. Et quand ils l'ont, donc cet hôpital-là ne pouvait pas le garder, ils l'ont héliporté parce que son état était vraiment jugé très grave. Et donc, il a été héliporté à l'hôpital de Bordeaux. Et ils m'ont fait monter dans l'hélicoptère pour lui dire au revoir. Donc, j'ai bien compris le message des médecins. Parce qu'en fin de compte, son cœur n'était pas stable. Il a fait plusieurs arrêts cardiaques. Et donc, quand je Mhm. suis descendue donc, de l'hélicoptère, bah, j'étais très mal, très, très mal. Je n'arrêtais pas de pleurer. Et quand je suis rentrée à la maison, comme je te disais, comme je vous disais à toutes les deux, la vie des saints m'a toujours attirée. J'aime beaucoup Sainte Thérèse de Lisieux. Mm. Et là, alors que je n'ai pas l'habitude de faire, on va se dire, ce genre d'appel ou de prière, j'ai demandé à Sainte Thérèse de Lisieux d'aider mon papa parce que je lui ai dit, toi qui étais très proche du tien, parce qu'elle adorait son père, elle l'appelait le roi d'amour. Et mon père, je l'appelais comme ça. Et c'est ça qui m'a Mhm. toujours étonnée quand j'avais lu Sainte Thérèse. Je lui ai dit, tu dois ressentir ce que j'ai ressenti. Enfin, voilà, je lui ai expliqué tout ça avec mes mots du moment, mes mots du cœur. Et j'étais sur le point de m'endormir quand d'un seul coup, derrière mes paupières, je l'ai vue apparaître, toute lumineuse, j'en ai encore des frissons, toute lumineuse, très brillante. Et je voyais qu'elle faisait comme des passes magnétiques au-dessus du corps de mon père. Et je trouvais ce moment tellement beau, tellement incroyable. quel cas de le dire, hein. Ouais, que je me suis dit, waouh, merci beaucoup. Et voilà, c'était tout. Et le lendemain, je me suis donc rendue à l'hôpital. Je m'en souviendrai toujours. J'arrive dans le service, donc en plus on passait des sas, il fallait d'abord appeler l'interphone parce qu'il était vraiment dans un lieu isolé. Et il y a une infirmière qui arrive qui me dit, écoutez, votre papa est sorti tout seul du coma profond.
parce que c'était quand même un coma profond. On a passé, c'est vrai que de 2 jours, parce que c'était pas vraiment le lendemain, c'était de 2 jours, mais c'est le lendemain de ma prière. Votre papa est sorti tout seul de son coma profond. En 15 ans de service, je n'ai jamais vu ça. Et maintenant, on l'appelle le miraculé. Alors là, j'ai de suite C'est pensé un miracle. à Sainte Ah oui, Thérèse. Mm. la gratitude, là. Hein. Ah oui, Merci, merci. oui, Ouais, c'est vrai. tout à fait. Il y a des petits miracles. Mon papa a été mieux, je lui en ai parlé et il avait les larmes aux yeux, comme si qu'il avait senti que c'était quelque chose qu'il avait fait revenir, on va dire. Ah oui, Mhm. donc c'est ce que j'allais te demander, si ton papa, il avait ressenti quelque chose à ce moment-là, lui. Que je lui ai dit, il avait les larmes aux yeux, je lui ai dit, je te sens très émue. Oh, c'est peut-être parce que j'ai demandé ça. Il m'a dit non, parce que je te crois. Voilà, ça a Mm. été tout. Après, on a parlé d'autres choses. Ouais, mais Florinette, toi, tu as quand même un parcours particulier, hein, puisque, bon, là, tu nous parles de ton papa, mais tu as quand même une enfance pas facile. Enfin, je sais quand on avait discuté, et je disais, ah, mais c'est intéressant ce que tu nous racontes, Florinette, parce que moi, ce qui me plaisait, c'était l'idée de savoir ce qui t'a amené aujourd'hui à créer ton association, parce que Florinette a une association où elle est toujours dans le partage, Florinette. Elle a besoin de... Voilà, on dirait qu'elle est toute petite, mais c'est une grande dame. Voilà, qui est avec des grandes personnes, si je puis dire, et puis qui partage volontiers. Donc, toi, tu as plein de cordes à ton arc. Je veux dire, moi, je t'ai connue par tes lectures, hein, les lectures de Florinette. Mhm. Et je t'ai demandé, mais Florinette, comment t'en es arrivée à ce cheminement de spiritualité ou de conscience, en tout cas, connaissant ton passif et voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, tu fais aussi tout ce qui est fleurs de bac, tu organises des réunions, tu intéresses les gens à la lecture, mais pas n'importe quelle lecture non plus. Donc voilà. Donc comment tu es arrivée donc à ces lectures de Donc, Florinette? en bobinant le film, on va revenir dans le passé. Et c'est à l'âge de 11-12 ans, j'étais dans la chambre de mes parents. J'ai aidé ma mère à plier son linge. Quand d'un seul coup, sa lumière de sa table de nuit s'allume et s'éteint 3 fois. Et ma maman me regarde, me dit, ta grand-mère vient de mourir. Et moi, je ne comprends pas sur le moment. Le téléphone sonne dans le salon. Elle va décrocher. Elle revient. Elle me dit, voilà, c'est l'hôpital qui confirmait le décès de ta grand-mère. Et elle est venue nous dire au revoir. Et ça a semé une graine. Ça a semé une graine en moi. Parce que ma maman était déjà très ouverte là-dessus. Pour elle, il y avait quelque chose après. Mais elle ne m'influençait pas, elle n'était pas tout le temps en train de m'en parler. C'était vraiment la seule chose qu'elle a pu me dire. Et c'était à moi de faire mon petit bonhomme de chemin. Et je m'en Mhm. souviens que quand j'avais 12-13 ans, je me suis dit, waouh, si il y a une vie après, c'est que cette vie est importante, c'est qu'on a aussi des capacités peut-être aussi en nous. Donc j'essayais par la pensée d'ouvrir les fenêtres. Enfin, après, bon, c'est les réactions, on va dire, des enfants. Oui, mais des enfants, ouais. Mm. Ouais, c'est ça. Et puis, bah, j'étais très à l'écoute de tout ce qui nous entourait, de la nature. En fin de compte, ça m'a éveillée. Ça m'a éveillée à plus grand que moi. Et j'ai fait tout ce cheminement. Bon, après, il y a l'adolescence qui est venue. Et puis, ce qui m'a vraiment poussée à ça, c'est que j'étais très attachée à mon petit frère. Mon petit frère avait une santé quand même assez fragile. Et à l'âge de 20 ans, il a déclenché une leucémie. Et bah là, ça a été un drame. Ça a été un drame pour mes parents, parce que c'était une leucémie aiguë. Donc, on le sentait déjà. Les médecins disaient qu'il était un peu perdu, quoi, en fin de compte, hein, qu'ils allaient tout faire, mais qu'il fallait une greffe de moelle. Enfin, c'était tout un comment dire, un cheminement qu'il fallait faire tous ensemble. Et puis, alors, il y a eu 2 choses. Il y a eu beaucoup de discussions avec mon frère par rapport à la mort, par rapport à tout ça, mais il n'était pas prêt. Je veux dire, on n'est jamais prêt, surtout à l'âge de 20 ans, de mourir. Et ben, sa maladie prenant le dessus, il est vite arrivé en chambre stérile.
Il n'avait plus aucune défense immunitaire. Et maman, pour rentrer dans sa chambre, il fallait vraiment qu'elle s'habille en cosmonaute. Mais malgré tout, elle ne pouvait pas ni le toucher, ni l'embrasser. Et moi, c'était juste derrière une vitre que je pouvais lui parler. Donc, je décrochais le téléphone et on se parlait comme ça. Mais c'est très dur de rester enfermé dans une chambre, à avoir tous les jours que des prises de sang parce qu'on ne pouvait rien lui donner. Rien. 20 ans en plus. 20 ans. Voilà, parce que sinon, on lui aurait donné des médicaments, il aurait fait les effets indésirables. Enfin voilà, on pouvait rien faire d'autre que des prises de sang. Puis un jour, il me dit, écoute, sors-moi de là, j'en peux plus, cherche quelque chose. Et comme il savait mon attrait, donc qui m'avait ouvert à tout ce monde, grâce à ma maman, à ce monde invisible, à ce monde qui nous entoure, cette nature, je suis partie dans une librairie chercher dans les plantes s'il n'y avait pas quelque chose qui pouvait l'aider. Et donc, arrivée à la librairie Mola à Bordeaux, je vais dans le rayon de phytothérapie et je trouve l'encyclopédie de Michel Bontemps. Sur l'encyclopédie, elle est même là, de santé familiale, je l'ai sortie. Voilà, oui, vas-y, montre-nous. C'est vieux. Ouais. Tu te rends compte comme tu as été guidée dans cette bibliothèque quand même. C'est juste extraordinaire. Et donc, je pose cette encyclopédie comme ça, je pourrais même la poser là. Et cette encyclopédie, elle s'ouvre. Bon, là, c'est pas ouverte à la page. Elle s'ouvre, mais à la page gentiane, là où on parle de la gentiane de défense immunitaire. C'est incroyable, parce que de l'encyclopédie, et là, je regarde gentiane, rebooste les défenses immunitaires, remonte les globules. Et je me suis dit, waouh, mais c'est ça qu'il lui faut. Donc, j'achète une boîte de gentiane en gélule. Je lui apporte ça à l'hôpital. Bon, les médecins rigolent un peu quand même. Hein. Et je lui dis, mais c'est pas grave, donnez-lui, même si vous n'y croyez pas. Voilà, j'ai envie d'apporter aussi, moi, quelque chose pour jamais. Il lui donne quand même. Bon, il dit, ouais, faut désaffecter la boîte. Bon, ben, faites ce qu'il y a à faire, mais donnez-lui. Donc, Francky, il commence à prendre donc, ses gélules, il suit bien la posologie. Une semaine passe, rien du tout. Donc, il commence à s'énerver parce que, bon, ben, rester enfermé, c'est très dur. Et il me dit, oui, c'est de la merde ton truc. Enfin, voilà, bon, ça, c'est ses mots. Donc, quoi, on ne pouvait pas dire qu'il y a cru, il y a l'effet placebo et tout ça. Non, il ne croyait pas. Il ne croyait plus au bout d'une semaine. J'ai dit, écoute, continue. Ouais, bon. Je dis, écoute, continue et tu verras bien. Et au bout de, alors je ne sais plus, c'est 12-15 jours, assez vite après, hein, tout est remonté en flèche. Tout. Les globules blancs, toutes ses défenses immunitaires sont remontées en flèche. Et il a pu sortir, grâce à ça, de sa chambre stérile. On était belle histoire. Ravis. Donc, nous, tous les deux, qu'est-ce qu'on a fait juste après? Bon, on s'est penché sur tout ce qui était phytothérapie, florathérapie. Bon, je crois qu'on a lu tous les bouquins inimaginables, puisque malgré tout, on est là en 91-92. On lui donnait que 6 mois à vivre. Il a tenu 6 ans. Et encore après, ça a été autre chose qui l'a fait partir. On va dire une erreur médicale. Donc, mais il a tenu, il prenait de la gentiane dès que ça allait pas, il prenait plein de choses qui remontaient, qui lui redonnaient du punch, et puis et c'était extraordinaire. Mais moi, ce qui m'a fait très mal dans cette histoire, c'est que les médecins, au lieu de dire, parce que moi j'ai vu qu'il y avait plein d'enfants, parce que bon, bah, c'était dans un couloir, je me suis dit, mais pourquoi on n'en donne pas à ces enfants-là? Pourquoi, je veux dire, quitte à essayer, je veux dire, ça ne va pas leur faire de mal. Ben non, pour eux, c'est un hasard. Mais déjà, tu te rends compte toutes les portes que tu as passées là pour ton frère. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas attribuer ça au hasard, parce que déjà, quand tu suis un traitement médical, bon, maintenant, on fait beaucoup aussi d'automédication et on s'intéresse un peu plus aux plantes. Mais pourquoi? Parce qu'on a de l'information par Internet, on essaye de chercher, de trouver, etc. Mais quand il y a un protocole médical, souvent, il y a beaucoup d'interdits. Après, alors je regardais tout à l'heure l'étymologie du nom Franck.
Ça veut dire libre. Mm. Donc, peut-être que, voilà, qu'il y a Ouais. une forme de liberté à ce que tu aies pu avoir à lui donner, en fait, cette porte. Et puis déjà, le hasard qui t'amène à cette bibliothèque, Mm. qui t'emmène à ce livre, que la page s'ouvre à la bonne page, Mm. enfin, le livre s'ouvre à la bonne page, Ah, il faut, que bah, tu ouais. trouves la bonne plante, et ensuite que le service médical puisse accepter, alors selon ton assistance, hein, parce que foutu pour foutu, en gros, c'était, voilà, Mm. quelques plantes, ça fera rien de plus. Et en fait, c'est là où on voit que dans la nature, on a quand même tous les éléments pour nous guérir, pour nous soigner, hein. Comme chez les chamans, les chamans, ils disent que quand ils n'ont pas la plante, ils ont le chant de la plante, la Mm. fréquence. Et je pense que tu étais donc sur les bonnes fréquences, justement, Ouais, pour ça. aller soigner ton frère. Voilà. Mm. Et aux dépens de lui, parce que lui, il s'est dit que c'était une bêtise, etc., et que bon, ça marcherait pas. Et finalement, comme quoi, contre sa volonté, il est allé plus loin dans sa vie, quoi, hein. Donc, c'est juste magnifique. Et donc, Ah, c'est comme ça que tu t'es intéressé à tout ce qui est plantes. oui, toutes Euh, les plantes. Alors, à cette époque-là, je ne connaissais pas encore les fleurs de bac parce en France, on n'en parlait pas beaucoup. Et c'était surtout d'abord, oui, tout ce qui était les plantes, la phytothérapie. Donc, on dit plantes, fleurs, florathérapie, puisqu'en fin de compte, c'est un ensemble. Et, euh, et en même temps, il y avait aussi la spiritualité, parce qu'avec sa maladie, on touchait, on flirtait avec la mort malgré tout. ouais, Donc, le fil. c'était pas, il n'y avait pas, à cette époque-là, en plus, c'était très dur aussi pour lui, puisqu'il a quand même il a quand même traversé des douleurs, hein. C'est Oui, très, très compliqué. difficile. Ouais, ouais, très, très compliqué. Et puis, quand il est parti, quand il nous a quittés, là, j'ai reçu des signes. Ça a commencé aussi comme ça. J'ai reçu un signe incroyable, puisque ce qui est très dur, c'est que quand on quitte un proche, quand une personne meurt, de suite après, l'hôpital vous demande de faire toutes les démarches, et puis on se retrouve d'un seul coup aux pompes funèbres, hein, devant les cercueils. Moi, je trouve ça m'a choqué, ça aussi. 1 heure ou 2 heures après, vous êtes là dans une boutique de pompes funèbres avec tous Oui, c'est très lourd. ces plaques, voilà. Parce Et ma mère n'a pas pu rentrer, n'a pas pu, m'a dit, mais c'est horrible de nous faire vivre ça en plus. Donc, donc, je suis rentrée, j'ai fait des démarches avec mon papa. Et puis, quand je suis sortie, je suis allée chercher, j'ai été faire ma valise, puisque je ne vivais pas chez mes parents à cette époque-là. Donc, je suis partie, j'ai été chercher des affaires pour pouvoir rester auprès d'eux, les soutenir le plus que je pouvais. Mhm. Et c'est en préparant mes affaires, j'étais dans la salle de bain. Donc, j'avais un petit gobelet juste à côté des brosses à dents en plastique. Je m'en souviens, j'étais là comme ça. Non, ah oui, je fermais, voilà, ma trousse et tout. Puis d'un seul coup, ce gobelet en plastique a bondi vers moi. Donc je l'ai rattrapé parce qu'il a fait comme ça. Et puis comme je faisais ce geste-là, donc je l'ai rattrapé et je l'ai serré. Parce que je l'ai serré. Pourquoi je l'ai serré? Parce que j'ai senti une joie m'envahir. Mais je ne pourrais pas Mhm. expliquer. Mais vraiment une joie m'envahir. Du coup, je me suis assise au bord de la baignoire et j'ai dit, mais c'est toi, Francky. Et je savais que c'était lui. Et j'ai eu des larmes de joie qui sont venues, parce que je sentais sa joie d'être en vie, d'être bien, et de ne plus avoir ces douleurs de sa maladie. Et quand je suis donc repartie chez mes parents, j'ai dit à mes parents, j'ai dit que j'avais eu un signe de Franck, et maman m'a dit, oh mais qu'est-ce que j'aimerais en avoir un. Et elle en a eu un. Elle en a eu un. C'est pas venu tout de suite, mais c'est 3 coups qu'il a un jour frappé sur l'armoire de leur chambre. On discutait dans leur chambre, et avec maman, je discutais dans sa chambre. Et d'un seul coup, l'armoire, comme 3 fois. Et nous, on croyait que Mhm. c'était mon père qui cognait de l'autre côté. Et puis, donc, on dit, tiens, c'est bizarre. Puis on continue à parler. Rebolote, l'armoire. Recogne 3 fois. Là, on se dit, écoute, papa, arrête.
bon, c'est chiant, hein. Puis il vient, il me dit: «Mais qu'est-ce qu'il y a?» Je dis: «On t'entend cogner, c'est vrai que c'est chiant, quoi». Et d'un seul coup, l'armoire recommence à retaper 3 fois. Et là, on se regarde tous les Ouais. 3 et je fais: «Maman, le v'là ton signe». Voilà. Et ça a été, voilà, ça il y a beaucoup de choses comme ça qui sont venues, vraiment, me guider, me pousser presque après, vers les livres, vers, ce qu'en fin de compte, on fait après nos propres recherches. Se dire: «Tiens, est-ce Mmh. d'où ça vient? Est-ce que d'autres le vivent?» Et c'est là qu'effectivement, on sent qu'on n'est pas seul à vivre ce genre de phénomène. Oui, c'est vrai et ça arrive souvent, par 3 fois les coups. La Mmh. lumière qui vibre 3 fois, les portes qui claquent 3 fois, les coups dans les portes ou dans les vitres ou dans les murs 3 fois. Un peu La comme ce Trinité. trinitaire là, comme si pour sceller un peu, non tu as 1er coup, bon, c'est un hasard, 2e coup, hasard, le 3e, ça peut pas. Donc ça d'ailleurs en psychologie ou en psychanalyse, on dit que, quand on répète au bout de 3 tout ce qui est chiffre impair, le cerveau lâche. Premier, il lâche, il pourrait lâcher, mais c'est trop tôt. 2, il lâche pas. 3, il lâche. 4, il lâche pas. 5, il lâche. 5, voilà. Donc, tous ces chiffres impairs, en fait, ça rapporte un peu avec cette conscience, en fait, de nous dire, hé, là, tu rêves pas. Donc, et ça leur demande une énergie en plus Mmh. pour ça, Ah oui, hein. c'est ça, Donc, c'est ça qui est incroyable, parce qu'on se dit: «Mais comment il a pu faire ça? Est-ce que c'est possible? Est-ce que» parce qu'après, il y a le mental qui vient, on doute, on dit: «Ouais, mais enfin quand même», après on se dit: «Ouais, non, enfin, on a tous les 3 entendu, l'armoire, taper, mhm, mais on se dit après: «Mais comment c'est possible? mhm. Comment c'est possible?» puisqu'on n'est pas on nous apprend pas tout ça. En fin de compte, c'est à nous de faire, de découvrir, de faire ces premiers pas, là-dedans, de se Oui, dire: c'est «Mais» vrai. parce qu'on se sent un peu perdu au début, on se dit: «Mais» puis un peu seul parce que à qui confier ça? C'est pas Mmh. évident. C'est comme quand j'ai accompagné parce que maman, elle a pas supporté la mort de mon petit frère, donc ça lui a déclenché un cancer du poumon La assez, tristesse. fulgurant. Voilà, c'est ça. Parce que Mmh. ça le décès de mon frère l'a fait tomber dans un mutisme. Après, donc on a beaucoup parlé, toutes les 2. Elle s'aidait aussi, bien sûr, des plantes et tout ça, mais le chagrin était tel et c'est toujours le choc parce que mon frère est mort suite à une erreur médicale, donc ça a été surtout le choc après ça, parce qu'il était quand même en rémission, hem, qui a fait que ça a déclenché un cancer du poumon alors qu'elle ne fumait pas, hein, elle ne et quand je l'ai accompagnée, donc 1 an après, elle est décédée, hein, donc quand je l'ai accompagnée dans ses derniers instants, parce que je voulais à tout prix l'accompagner, pas la laisser mourir toute seule dans sa chambre. Et quand je lui tenais la main, donc elle est morte vraiment les yeux ouverts, elle n'a jamais fermé les yeux. Et, et là aussi, j'ai vécu quelque chose d'incroyable, c'est que tout en me regardant, alors qu'elle avait beaucoup de mal à respirer, elle, d'un seul coup, j'ai vu qu'elle regardait à travers moi. Je ne sais pas comment vous expliquer, Oui, le regard, il était fixé, mais mais c'est pas tu as moi senti, ouais, c'est ça pas moi qui transcendait ton corps. ouais, c'est ça. Et d'un seul coup, Tu elle me voyais autre dit: chose. «Qui êtes-vous?» Donc elle a vu quelqu'un, je ne sais pas qui. Mhm. Elle a vu quelqu'un et à ce moment-là, les yeux se sont éteints, pas fermés, éteints. C'est-à-dire que la lumière que tu as dans les yeux, c'est comme si qu'elle avait éteint la lumière avant de sortir. Parce que ça m'a fait tout à fait ça. Les yeux deviennent mat. Ils sont plus du Ouais. tout blancs, ils C'est deviennent mat. comme si la conscience était venue, a été prise en fait par la personne ou par l'être en fait qui est venu la chercher. Mmh, Et en même temps qu'elle s'est échappée de son corps, en fait, ses yeux se sont éteints. C'est ce que tu voulais incroyable. dire. Et que ça, Mmh. c'est ça. Ouais. Ils ne se ferment pas, mais ils s'éteignent, il n'y a plus de lumière. Il n'y a plus aucune lumière, Mhm. les yeux deviennent mat. Et ça m'a tellement, troublée Mhm. que, un jour, en lisant, le livre de Jean-Jacques Charbonnier, il en parle de ça aussi quand il a Oui, eu son premier, on va dire, décès, ce jeune, qui est pris, dans un accident de voiture et que lui aussi sent l'âme sortir du corps, mais voit les yeux s'éteindre, la lumière des yeux ouais. s'éteindre. Et quand j'ai discuté avec lui, parce que j'ai eu cette chance de le rencontrer, il m'a dit: «Mais c'est exactement ce que j'ai vécu». Et ça, je me Mhm. suis dit: «Ah ouais, d'accord», mais c'est là qu'on se dit: «Mais ouais, bah, les yeux de l'âme, quoi, c'est vraiment l'âme qui est partie, elle a toute sa Oui, lumière».
Et Mm. C'est là où on se rend compte que le corps est un véhicule. complètement. Ah, mais complètement. Mm. Le Complètement. corps. Là, ouais, ça, c'est quelque chose qui m'a énormément, pas choquée, mais étonnée, qui m'a même presque émerveillée parce que je me suis dit, mais c'est incroyable, incroyable. On voit vraiment que ce corps ne nous sert que de véhicule. Et c'est ça qui est fou de voir cette vie partir. Mhm. Mm. Parce qu'on sent que c'est pas une mort. Parce que maman, alors là, j'ai eu des signes, alors, mais complètement fou. Elle a même fait démarrer une machine à laver. Parce qu'un jour, j'étais très mal, parce que j'étais très, très proche de ma mère. On était très fusionnelles toutes les deux. Et quand elle est partie, elle m'a donné très vite des signes. Et un jour que j'étais très mal parce qu'elle me manquait, parce qu'en fin de compte, même si on, même si on est sûr qu'il y a une vie après, le manque physique est terrible. L'absence. L'absence, Mm, l'absence, parce qu'on aimait se prendre dans les bras, on aimait se faire des bisous, voilà, c'était. Et ça, rien ne remplace ça. Et, euh, et donc, j'étais pas bien, je pleurais beaucoup et je lui ai dit, écoute, maman, si tu m'entends, j'aimerais bien avoir un signe très fort de toi, me dire que tu es là, que tu m'entends, que voilà, que j'ai besoin de toi. Puis je suis partie à faire autre chose, je replonge dans mes papiers et tout ça. Puis d'un seul coup, donc j'étais dans cette pièce, un vacarme au bout de la maison, un peu plus loin, dans la cuisine. Mais un vacarme. Je vais dans la cuisine et je vois ma machine à laver qui est en route. Donc, comme en plus, il y avait une boule de lavage dans le tambour fermé, donc il n'y avait que la boule de lavage, donc t'imagines qui cognait contre le tambour. Donc, ce qui fait qu'elle a dû appuyer sur 2 boutons. On est obligé d'appuyer sur 2 boutons pour la démarrer, cette machine. Et là, mm, j'ai dit, mais c'est pas possible. Au début, je me dis, voilà, c'est quoi? Il y a un faux contact et tout. Alors, j'arrête, je la coupe, je débranche. Et puis là, bien sûr, je pense de suite à maman. Ah, je me dis, mais non, c'est toi, maman, c'est ton signe et tout. Parce qu'elle ne l'a jamais refaite, cette machine. Jamais. Ah. Jamais elle a redémarré. Donc, au début, bien sûr, j'ai commencé à me dire, bon, il y a peut-être un faux contact et tout. Donc, je l'ai rebranché, j'ai tout regardé. Mais depuis, ça va peut-être faire 9 ans, 8 ans, ce signe. Elle n'a jamais refait cette machine, jamais. C'est toujours la même. mm. Ils ont d'autres moyens hein, de communiquer, ou parfois ils s'en vont, on pense qu'ils s'en vont, mais au moment les plus importants de notre vie, ils reviennent d'une certaine façon, Mais je veux dire nous qu'elle aider. n'a jamais refait, c'est-à-dire qu'elle a jamais, la machine ne s'est jamais C'est redéclenchée. remis en place, hein, oui, c'est Après, ça. elle m'a redonné des signes à travers d'autres. L'électricité, beaucoup, beaucoup d'électricité, puis des C'est synchronicités, ça. enfin beaucoup de choses comme ça. Oh oui. Oui, Bon, ça passe par les champs électriques, ouais. Les ouais. champs électromagnétiques. Mm. Donc, c'est pour ça que c'est les ampoules. Dans les salles de bain aussi, parce que c'est de l'eau. L'eau, c'est un transfert aussi au niveau des énergies. Donc, ça va se passer dans les pièces d'eau, les cuisines, salles de bain. Bah, là, j'imagine que ta machine à laver, elle était soit dans ta cuisine, soit dans ta salle de bain. Donc, voilà. Donc, c'est des lieux, en tout cas, qui généralement sont plus faciles pour eux de communiquer, quoi. Donc, voilà. Et donc, Florinette, après bon, parce qu'on sent que tu as quand même eu beaucoup de départs, hein, puisque tu as eu ton frère, puis après tu as eu ta maman, ton père. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a aidé? Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait sortir, entre guillemets? Parce que même si tu as eu un cheminement de conscience au fur et à mesure, parce que tu sens qu'au niveau intuitivité, des choses se sont développées un peu pour toi, tout ça. Alors c'est vrai qu'on prend des raccourcis, hein, parce que c'est pas évident de parler de soi, de sa vie, de comment on arrive aujourd'hui à une forme de pensée ou de philosophie. Moi, ce que je retiens de toi, c'est que c'est marrant parce que depuis que je te connais, Florinette, moi, je sens que tu prends les choses comme elles viennent et tu accueilles, en fait. Et c'est très réconfortant, voilà, parce que tu es une personne très rassurante. Et j'imagine que, en fait, c'est ce que tu avais envie quand tu as monté cette association, que tu as écrit d'ailleurs, les lectures de Florinette, elles te sont venues comment? Parce que tu aimais lire et que tu avais envie de partager. Comment ça s'est passé, ça? Oui, j'aimais lire, mais je suis arrivée assez tard à la lecture. Et puis, j'ai pas commencé par parler de tous ces livres sur la spiritualité. J'ai ouvert mon blog en 2004.
Et c'était surtout des thrillers, des romans classiques, voilà, que j'avais commencé à lire et à chroniquer, parce que j'osais pas parler de ces livres, de tous ces livres de C'est un Raymond. peu tôt encore, hein. 2004, il n'y avait pas beaucoup de gens Non, non, non. branchés, entre guillemets, spiritualité, hein. Et puis en plus, c'était, on va dire, la naissance des blogs pratiquement, parce que même mon blog était passé sur Télérama. C'était la naissance des blogosphères, comme ils appelaient. Donc on était plusieurs comme ça à parler de livres, à chroniquer certains ouvrages. Et puis un jour, je me suis dit, c'est pas moi ça, c'est pas moi, j'en avais un peu marre. On était en 2006, j'en avais un peu marre, puis je me suis dit, est-ce que je ferme mon blog? Est-ce que je parle vraiment de toutes ces lectures sur les témoignages, que ça soit les expériences de mort imminente ou que ça soit la médiumnité, tout ça. Donc, je me posais beaucoup de questions. Et puis, comme quoi, quand on se pose aussi des questions, qu'on est un peu perdu, la vie est là pour nous remettre sur le bon chemin. Je m'assois dans le canapé et puis j'allume la télé, puis comme ça, je zappe. Et je tombe sur une émission qui s'intitule La grande soirée du paranormal. Et là, je me dis, tiens, je vais la regarder. Comme moi, j'ai besoin de garder les pieds sur terre tout en ayant, comme on dit, la tête dans les étoiles, mais de garder quand même un bon ancrage. Je ne voulais pas prendre n'importe quel livre, voilà, je voulais quand même quelque chose de sérieux. Et donc, cette émission-là, je découvre Stéphane Alix, je découvre Jean-Marie Le Gall, je découvre le père François Brune, je découvre Jean-Jacques Charbonnier, enfin voilà, il y a plein de gens qui vous invitent. Et je me dis, mais voilà, c'est ça que je vais faire, c'est de parler d'abord de scientifiques, des médecins, après des journalistes qui ont fait eux-mêmes des recherches sur la conscience pour pouvoir parler de ça sans partir un petit peu trop dans le côté New Age qui a Oui, exactement. plus desservi qu'autre chose. Oui, Et c'est un piège. voilà, le premier livre que j'ai chroniqué, ça a été celui du docteur Jean-Jacques Charbonnier, Les preuves scientifiques d'une vie après la vie. Et puis après, j'ai enchaîné. Alors, mon blog qui avait beaucoup de visites quand je faisais ces romans ou ces thrillers, est passé de 52 commentaires à 0. Dès que j'ai commencé à Ah la parler, vache. ah ouais, là, j'ai perdu beaucoup de monde, on va dire, beaucoup de fidèles. Mais je me dis, mais c'est pas C'est grave, pour ça. parce que là, c'est moi. Là, c'est moi, je parle de ce qui me passionne, de ce qui m'a toujours, depuis toute petite, interrogée. Et donc, tant pis, on va dire qu'ils même me suivent, quoi, en gros. Et j'ai Mhm. continué. Et puis, petit à petit, les gens, au lieu de mettre des commentaires qui pourraient être lus par tous, m'envoyaient en message En privé privé. leur ressenti. Et ça, je me suis dit, ouais, il y a quand même une attente, il y a quand même une demande, il y a quand même les mêmes interrogations. Mhm. Et donc, j'ai persévéré. Maintenant, voilà, ça fait depuis 2006 que j'ai ce blog dans lequel je parle de tout ça. Et bien, plus Mhm. ça va, plus je reçois de messages, plus je reçois de personnes, même dans les rencontres, parce qu'avant d'organiser les conférences, j'allais dans les conférences et je vois bien qu'il y a des gens qui sont aussi un petit peu perdus, qui sont en demande qui sont en questionnement. Et donc, je me suis dit, Oui. tout ça, ça m'a poussée à me dire, mais tiens, quand même, moi, j'ai beaucoup de livres à la maison, je pourrais peut-être créer une association. Puis par rapport à tout ce que j'ai vécu, j'ai aussi mon partage et personnel aussi à pouvoir transmettre. Et donc, voilà, c'est comme ça ça n'a pas été du jour au lendemain parce que cette association, je l'ai dans la tête depuis 2011. Mais j'ai voulu d'abord être sûre de savoir comment j'allais l'ouvrir, comment euh, elle allait être acceptée par la ville d'Audange, puisque c'est quand même des conférences qui touchent des thèmes qui peuvent être sensibles pour certaines personnes. Donc voilà, j'ai quand même fait tout un cheminement avant pour ne pas brusquer les gens, pour être sûre que tout le monde était partant pour m'aider, surtout la ville d'Audange m'aide beaucoup.
Surtout pour Oui, ça, quoi. en plus la ville d'Audange, parce que là, tu nous parles de personnes comme, enfin, je veux dire, déjà la première des choses, tu rentres dans l'intime des gens, tu vois, quand tu parles de ton blog que tu as fait, etc. Et je pense qu'il y a une forme de pudeur chez les gens. Et à cette époque-là, on ne parlait pas de tout ça parce que c'était presque le veto, etc. Et c'est marrant parce que tu parles de la ville d'Ange. Tu es suivi par les anges. C'est pas une ville que je connaissais avant que tu m'en parles. Alors, c'est drôle parce que bon, on va parler des grandes villes, Paris, Marseille, Lyon, je sais pas, Arcachon et tout ça, Biarritz. Et Audange, je veux dire, tu as quand même ramené beaucoup de monde dans tes conférences que tu as pu organiser avec des gens qui sont un peu prestigieux, si je puis dire, puisqu'ils ont un passif là-dedans. Donc, je pense que tu peux être que sur ta voie du fait d'avoir emmené autant de personnes à cet endroit-là et avec un nom qui s'assimile au guide, hein, quelque part. Hein. Donc, c'est un joli clin d'œil. Qu'est-ce que tu en penses, Sophie? Et c'est vrai que moi, on se retrouve beaucoup dans ton parcours quand même, et dans ton cheminement aussi. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi il y a pas autant de personnes qui se posent la question, mais qu'est-ce qu'on fiche là? On est là pourquoi en fait? Quoi? C'est quoi? Quel est le sens de notre vie? Tout simplement. Sans oublier qu'on a tous une issue commune, on est tous certains d'une chose dans la vie, c'est qu'elle prend fin. Mm. Qui n'est pas curieux de savoir ce qui se passe derrière. Et à travers ces témoignages, donc ces petits signes, ces signes, et puis que tu as eu d'être décédé cher, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voulait aussi avec Audrey mettre en avant, c'est pouvoir voilà, mettre en lumière des personnes qui sont tout à fait capables de pouvoir expliquer les choses simplement comme tu le fais, et surtout de pouvoir propager une idée à travers des conférences, à travers ton association, pas une idée, mais à chacun de se faire justement sa propre opinion avec des témoignages comme ça. Je trouve ça vraiment fabuleux, ce parcours-là que tu as eu, hyper intéressant. Et on se retrouve vraiment dans ton, enfin moi, pour ma part, dans ton parcours. Je ne te connaissais pas du tout. Et c'est vrai que ça me donne envie d'en savoir davantage. Ouais, C'est mon donc, compliment, ça. ouais, merci. Tout à fait, ça me touche beaucoup. Et ouais, mais c'est ça, tu vois, c'est que beaucoup de personnes qui viennent en conférence sont dans la même réflexion que nous. Mm. C'est mais qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi tout ça? En fin de compte, qu'est-ce qu'on a amené? Qu'est-ce qu'on a apporté dans cette vie? Parce que bon, bah, le fait de se lever le matin, d'aller bosser, enfin, comme on dit: «Métro, boulot, dodo», même si on n'a pas le métro ici, mais c'est vraiment c'est ça l'image. C'est mais qu'est-ce qu'on fait nous avec, nous-mêmes quoi, je veux dire entre nous même, parce qu'en fin de compte, on a l'impression qu'on est tous isolés et qu'en Mm. allant bosser, on revient, on s'occupe, mais que de nos proches. Mais je veux dire, pour moi, c'est une grande famille. Il n'y a pas que nos proches. Toutes les personnes que je rencontre, pour moi, tout ça, c'est qu'une grande famille maintenant. J'arrive pas à voir les gens En euh, unité. en unité. Mm. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, On et dirait, on dirait que tu as fait l'expérience du grand tout, hein, Florinette. Hein. je, L'expérience du grand tout, tu sais, enfin moi j'ai eu, je sais pas si c'est une chance de par mon problème que j'ai eu de santé, où moi, tu vois, je suis allée de l'autre côté et j'ai vu que tout était relié, mais en fait tout est lumière, essence, couleur, fréquence, son, vibration. Et toi, ce qui est génial, c'est que en fait ton parcours, si on l'analyse, hein, parce que moi j'ai toujours un sens analytique des choses, il n'est pas innocent. Parce que tu es partie déjà petite avec une maman, quelque part, qui t'a ouvert à certaines, peut-être, connaissances familiales, en disant, ben voilà, quand il se passe ça, c'est que, voilà, c'est comme un portrait qui tombe, là, c'est jamais bon signe. Souvent, il peut y avoir une personne qui est partie. En général, on n'aime pas voir un tableau tomber, etc. Bon, ta maman qui t'a un peu ouvert sur ça, et à chaque fois,
et tristement et en même temps de façon lumineuse par rapport au deuil. Tu as passé à chaque fois des paliers qui t'ont conduit à ce que tu fais aujourd'hui. Donc, bien sûr, il y a des parties de vie qui sont pas évidentes à digérer parce qu'on est souvent sous le choc de cette vie, parce qu'on se dit c'est fini. Mais non, après, quand on s'intéresse au schéma de conscience, on se rend bien compte que ça peut pas s'arrêter. Et d'ailleurs, je discutais aussi avec Sonia Barcala, qui est bien sur le sujet, puisque elle est en train de diffuser le film Témoin, voilà, qu'on est allé voir et que Florinette est allée voir aussi, parce qu'elle ne pouvait pas passer à côté de ça, où on voit aussi qu'il y a énormément de scientifiques qui s'intéressent au sujet, que voilà, les gens qui sont cartésiens rationnels trouvent franchement un cheminement. Et bah, quelque part, se dire bah, qu'on n'est pas fini seulement dans un corps et dans cette vie-là, elle se prolonge différemment, etc. Et je trouve que ton parcours de vie, en tout cas, a été parfois difficile, mais t'a amené où tu es aujourd'hui pour être cette unité avec tous les gens que tu vas rencontrer, ta sensibilité, ta peine, comment dire, ton empathie dans une situation qui va faire que tu vas mieux comprendre et peut-être avoir les mots pour aller entre guillemets, les soigner de tout ça, quoi. Mais c'est ça, c'est quand je regarde en arrière, je me dis mais que tout ça, c'est ce que j'ai vécu, c'est pas dû au hasard. Je veux dire, ça a été comme si un chemin tracé. Parce que c'est vrai que mon frère, quand mon petit frère, on parlait beaucoup, il m'a donné les plus belles leçons de vie à la fin de sa vie, euh, parce qu'il était vraiment conscient qu'il y avait autre chose, qu'il sentait aussi qu'il avait un amour pour les autres. C'est ça qui était incroyable. Il souffrait beaucoup, mais il avait cet amour en lui. Et je pense que tout ça, ça m'a éveillée aussi. Et après, bon, bien sûr qu'il y a eu ma maman, mais c'est pareil, elle a eu un parcours où quand elle était, ce qu'on ne pensait pas qu'elle allait partir aussi vite. Et avant de nous quitter, elle voulait aider les autres. Elle me disait, ben, si je m'en sors, j'essaierai de faire tout ce que je peux pour les autres, pour les soutenir, pour les personnes qui ont perdu un enfant. Voilà. Et tout ça, c'est vrai que ça m'a éveillée à beaucoup de choses. Je me suis dit, mince, c'est eux qui souffrent et en fin de compte, dans leur souffrance, ils ne pensent qu'au bien-être des autres. Et ça m'a beaucoup touchée. Oui, Et c'est vrai que ça m'a touchée et en même temps, ça m'a construite parce que je me suis dit, mais je ne suis pas devenue aigrie, je ne me suis pas dit, parce que mon père aurait pu devenir aigri parce qu'il faut savoir que quand Francky et maman sont partis, je suis restée avec mon papa handicapé, parce que j'avais un papa handicapé, pas en chaise roulante, mais handicapé, qui avait beaucoup de mal à se déplacer. Et il aurait pu devenir aigri. Il aurait pu dire, mais on a enlevé la femme de ma vie, on a enlevé mon fils, mais pas du tout. Pas du tout. On s'est tous les deux soutenus. Et même si lui n'avait pas ce même regard que moi sur cette vie d'après, ben, quand on allait au cimetière, parce que c'était son cheminement à lui, il avait besoin de ça. Il avait besoin de oui. se recueillir auprès de ceux qu'il avait serrés dans ses bras. Et ça, je l'accompagnais, je le suivais, mais de temps en temps, je lui disais, tu sais, ils sont pas là, ils sont peut-être à Mm. côté de nous en train de regarder ce qu'on regarde. Et donc, ça le Ouais, fait. ils viennent dans les cimetières d'ailleurs seulement pour faire plaisir à ceux qui leur rendent visite, hein. Donc, Mais ils sont avec nous tout le temps, hein. voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, voilà. Puis, c'était tout. Et puis, en fin de compte, ben, le fait de lui parler de ça de temps en temps, euh, quand je l'ai accompagné aussi, parce que j'ai tenu à accompagner mon papa, malgré, c'était en 2020, malgré tout ce qu'on a traversé tous ensemble, et puis qu'on ne pouvait pas être à côté de nos proches à l'hôpital, moi j'ai insisté, je suis restée. Et quand je l'ai accompagné donc, jusqu'à son dernier souffle, la veille, il avait, non, c'était même l'avant-veille, il regardait le mur, il me regardait, il regardait le mur, il me regardait, et il me dit, t'as vu la lumière? Il y avait une lumière qui est apparue sur le mur, et moi je lui dis, non, je ne la vois pas.
Et là, je savais qu'il allait partir. Et là, je lui ai dit, écoute, si tu vois la lumière, ben, c'est extraordinaire. Mm. Et il a compris. Il a compris et il est mort pas le lendemain, le surlendemain. Et là, je savais qu'il allait partir. Pour moi, c'était un signe de son départ. Donc, mais pareil, mon père, il avait un amour aussi. Il aimait faire rire les gens, alors qu'il aurait pu être tout à fait le contraire. Et donc, tout ça, ça m'a construit aussi, ça m'a aidé aussi à me dire, mais faut pas se comporter en victime. Je veux dire, tout ce qu'on traverse, c'est sûrement quelque chose pour nous, comment dire, pour nous, façonner, pour nous construire vers quelque chose qu'on a envie déjà nous-mêmes de créer. Mon association, ça fait très longtemps sûrement qu'elle était apparue en 2011, mais si je réfléchis bien, ça fait très longtemps que j'ai envie de partager tout ça. Et ce qui fait que à chaque étape, ça m'a renforcée dans le fait de dire, bah ouais, j'ai envie d'aller aussi vers les autres, j'ai envie de les prendre dans mes bras quand ça ne va pas, j'ai envie de leur dire qu'ils ne sont pas seuls, que la souffrance, le deuil, tout ça, on le traverse tous, mais qu'on est là aussi pour nous soutenir, qu'on est là en fin de compte pour être aimé, voilà, pour partager cet amour. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. C'est vraiment ce que, dans mon association, c'est ce que je veux transmettre. Tu transmets la lumière. Alors, on dit qu'on est des êtres de lumière, hein, Mm. qu'on est lumineux, etc. Et dans l'étymologie de la lumière, c'est la connaissance. Donc, ça veut dire que tu transmets la connaissance. Et ce serait bien que les gens reviennent un petit peu aux étymologies, à l'histoire des mots, même à savoir ce qu'ils veulent dire profondément. Parce que dans ce sens, justement, on est là pour transmettre cette connaissance, que ce soit quelque chose de rationnel, comme un métier, par exemple, ou ce qu'on est finalement, notre empathie, notre sourire, notre joie, tout ça, ça se communique. C'est pourtant éthérique, entre guillemets, mais voilà. Et toi, c'est ce que tu fais avec tes lectures et également avec les fleurs de bac, donc, où là, tu transcendes l'émotionnel. Si les gens ne connaissent pas, tiens, explique-nous ce que c'est que les fleurs du bac, parce que peut-être qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Sophie, tu connais, toi? Moi, la première. Moi, je suis super intéressée à savoir ce qu'est la fleur de bac. Ça calme les angoisses, les choses comme ça. Quand j'étais enceinte, il me semble en avoir entendu parler. Mais encore, je ne sais pas d'où ça vient, ce que c'est. Déjà, pour comprendre les fleurs de bac, je trouve que c'est bien de savoir qui se cache, on va dire, derrière les fleurs du docteur Bach. Parce que c'est un médecin. Et quand j'ai découvert les fleurs de Bach, j'étais étonnée que c'était un médecin qui en 1936 a mis au point, enfin, il avait déjà terminé de mettre au point ces 38 fleurs de Bach qui correspondent à 38 états émotionnels de la nature humaine. Et quand on se penche sur l'histoire du docteur Bach, le docteur Bach, ce qui est intéressant dans son parcours, c'est que lui aussi a fait l'expérience de la maladie, puisqu'en 1917, alors il faut savoir que c'était un médecin, chirurgien et bactériologiste gallois, qui en 1917, il est responsable des soins médicaux apportés aux soldats. Et durant une consultation, il s'effondre. Il fait une grave hémorragie interne et tombe dans le coma. Il est transporté dans une allée de l'hôpital et son état est tel qu'une intervention s'impose si on veut le sauver. Mais le problème, c'est que ils ne savent même pas s'ils vont le sauver. Parce qu'en l'opérant, ils découvrent une tumeur, alors on est en 1917, hein, une tumeur cancéreuse à la rate. Donc, mortel. Exactement. Ses confrères lui donnent que 3 mois à vivre, mais le docteur Bach lui-même, en fin de compte, fait l'expérience personnelle de la maladie. C'est ça qui est intéressant. Parce que lui, malgré l'angoisse de ce pronostic terrible, il va s'interroger, beaucoup s'interroger sur qu'est-ce qui pourrait le guérir. Et il a toujours été, pareil, très proche de la nature. Il avait comme déjà une philosophie très, très portée sur tout ce qui était la nature, l'humain, tout ce qui était dans la nature. Et donc,
il sort quand même de l'hôpital et même affaibli, il rentre dans un service de bactériologie pour continuer donc faire ses expériences parce qu'en fin de compte, il était tenté à faire des vaccins homéopathiques par voie buccale. Et d'accord. il a réussi à les faire. Et c'est comme ça qu'il devient immunologiste. Donc, voilà déjà le parcours de ce médecin. C'est pas voilà, quelqu'un qui est venu un matin cueillir des fleurs et dire ah ben voilà, youpi, ces fleurs-là soignent l'émotion. Non, non, c'est tout un parcours Mm. extrêmement précis, détaillé. Et du coup, ben, le docteur Bach ben, a compris que c'est son état émotionnel, ses pensées qui ont déclenché cette maladie. C'est pour ça qu'il disait que traiter le patient et non la maladie. Parce que quand ses C'est ça. confrères l'ont rencontré plusieurs mois après, ils ont dit bah, t'es pas mort. Ils pensaient qu'il voilà, parce qu'il il avait un petit peu, il était parti dans un autre service et ils étaient vraiment étonnés qu'il a pu s'en sortir. Mais en fin de compte, le docteur Bach, donc après, il a mis au point, il a pu mettre au point ces vaccins homéopathiques qui s'appellent les 7 nosodes de Bach. Je crois qu'ils sont encore donnés à l'heure actuelle en Angleterre. Et il a remarqué que ben, toutes ces patients qui souffrent des mêmes difficultés émotionnelles avaient besoin du même nosode, c'est-à-dire qu'indépendamment de la maladie, si indépendamment de la maladie qu'ils souffraient, s'ils avaient par exemple je vais dire n'importe quoi, une hernie ou des problèmes respiratoires, ils avaient besoin de la même fleur. Parce qu'en fin de compte, le docteur Bach est parti dans la nature faire des expériences sur les fleurs. Donc, il a trouvé d'abord 3, 4 fleurs. Et puis, quand il trouvait ces fleurs-là, il regardait sur quelle émotion elles pouvaient Soigner. Résumé. voilà. Et donc, après, ben, il testait ça sur lui et après, il disait, ben, voilà, j'ai trouvé cette fleur-là qui pourrait aider mes patients. Et tout ça, ça a été vraiment dans des milliers d'essais qu'il a vraiment trouvé toutes ces fleurs qui réharmonisent l'état émotionnel. Parce que pour lui, euh, comme il dit, bien souvent, les gens sont malades parce qu'ils ont perdu le contact avec eux-mêmes, avec ce qu'ils ont Mm. dans C'est le ça. cœur. Et pour lui, il existe des moyens simples pour les aider. Et comme il dit, euh, pour cela, il faut changer le regard que l'on a sur les choses de notre vie. Pour guérir, il faut changer. Et c'est pour ça qu'il a dit traiter le patient et non la maladie. Et pour lui, c'était très important. Et c'est comme ça qu'il a aussi découvert les travaux du fondateur, ben, Hahnemann, le fondateur de l'homéopathie, et qui disait exactement la même chose. Et c'est comme Oui, ça qu'il a, voilà, parce que pour lui, le patient est ce qu'il y a de plus important dans le traitement. D'abord de s'intéresser à sa vie, à son environnement, déjà à cette époque-là, le docteur Bach, à ses pensées, parce que les pensées tuent. Là, oui. Alors c'est drôle parce que tu vois, tu parles de 1917, tout ça. C'était la pleine période jungienne et freudienne. mm, Donc en fait, tu vois, les chemins de la psychanalyse, elles se sont vraiment ouvertes à ce moment-là. Et il faut pas oublier aussi qu'avec la guerre, les guerres, il y a eu beaucoup de traumatismes. Donc j'imagine qu'il a dû aussi, enfin je sais pas au niveau de l'histoire du docteur Bach comment ça s'est passé, mais certainement qu'il avait quand même pas mal de gens, parce qu'il a vécu combien de temps après sa maladie, ce monsieur? alors, en 1917, il est mort en 1936. Il est Ouais, mort à donc, ouais, donc il n'a pas fait la deuxième guerre. Mm, Mm. Et c'est donc, alors d'abord, il a vraiment commencé par ses nosodes, et c'est vraiment en 1930 qu'il poursuit ses recherches et qu'il découvre euh, les fleurs, les 3 premières fleurs. Et ensuite, ben, petit à petit, il abandonne quand même euh, l'hôpital pour ouvrir son propre cabinet. Et puis de là, bah, il passe son temps dans la campagne, il va voir tout ce qui est les plantes, les herbacées. Et vraiment, vraiment, il fait toutes ses recherches autour de ça, jusqu'à temps qu'il découvre toutes les fleurs. Mais pour lui, je sais pas, je pense qu'il était très inspiré. Parce que pour se dire mm. qu'arriver à la 38e fleur, ça y est, je les ai toutes découvertes, pour moi, j'ai fait ma mission. Parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir avec le docteur Bach, parce que c'est quand même un homme incroyable quand on se penche vraiment
sur sa vie, c'est qu'en 1935, grâce aux fleurs qui l'ont aidé aussi, et qu'il a donc finalisé son travail de recherche, il a dit lui-même, 1 an après avoir annoncé qu'il avait terminé, il a dit: «Voilà, j'ai fini ma mission. Je vous laisse ça pour que vous puissiez l'utiliser». Donc il avait quand même une assistante qui a repris après Ouais. les travaux. «Je vais me coucher», et il s'est jamais réveillé. Il est mort dans son sommeil. Et c'est ça qui était Ouais. chez Dom. C'est ton travail. C'est ça. Il est allé au bout de sa destinée, ce monsieur. Ah, c'est ça, il a vécu presque 20 ans après le pronostic, mais c'était un homme humaniste, désireux d'aider son prochain. Enfin, moi, quand je me suis penchée sur la vie de ce médecin, je l'ai trouvé incroyable, incroyable. Et j'aimais sa philosophie de dire que le corps est un miroir dans lequel se reflètent toutes nos pensées, parce qu'en fin de compte, le corps s'exprime. L'état Ouais. émotionnel, on a tous des états qui sont des émotions qui sont, je veux dire, inhérentes à la nature humaine. On ne va pas dire: «Oh ben non, si tu es triste, il faut prendre ci, ça». Non, non, on a des émotions très humaines. Mais parfois, heu, ces émotions prennent le pas. Elles s'incrustent en nous, et Ça on perd résonne. la sensation de plénitude, on ne se sent plus même nous-mêmes. En fin de compte, c'est l'émotion qui nous dirige. Mmh. Donc, lorsque l'équilibre commence à déraper, c'est là que l'humeur se transforme, on est en disharmonie. En fin de compte, on est comme dans un... Parce que le corps est vraiment comme un orchestre. Il suffit qu'il y ait une partie du corps qui n'est pas bien, c'est tout qui est en disharmonie. Et en fin de compte, l'émotion peut se répercuter dans le corps. On peut avoir des plaques d'eczéma à cause du stress. On va se faire la boule au ventre. Et quand on dit la boule au ventre, c'est pas innocent. Quand on dit j'en ai plein le dos, c'est pas innocent. Parce qu'en plus, on va sortir des phrases comme ça. Oh oui, mais en ce moment, je suis pas bien. De toute façon, j'en ai plein le dos, j'ai la boule au ventre. Ou alors, je me fais un sang d'encre. Mais tout ça, faut écouter ce qu'on dit parce que c'est le corps qui s'exprime presque à travers nous. Et oui, il se fait un sang d'encre. Ou alors, il y a plein de phrases comme ça qui sont incroyables et qui nous disent, c'est le corps qui dit, mais oui, je suis comme ça, j'ai la boule au ventre, donc si tu continues, je vais avoir un ulcère, je vais déclencher un ulcère. Ou alors, on va voir une personne, par exemple, qu'on n'aime pas parce qu'à chaque fois qu'on la voit, on ne se sent pas bien. Après, on se sent vidé parce que peut-être qu'elle nous pompe l'énergie et tout. Et puis, tu rentres et tu dis, oh, de toute façon, cette personne, je ne la sens pas. Et le lendemain, tu es enrhumé. Mmh. C'est pas un hasard. Bah, Donc, voilà, le ressenti. Mmh. c'est Voilà. ça. D'ailleurs, en massothérapie ou que tu fasses aussi des huiles essentielles, donc tout ce qui est naturopathie, etc. Toutes les fréquences odorantes, elles sont liées à une émotion. Tout à fait. Donc là, les fréquences florales, bah, c'est logique en fait, elles vont aller taper sur une émotionnelle corporelle, un émotionnel, voilà, qui s'inscrit, parce qu'on dit que tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime dans le corps. Après, je pense qu'on a tous des programmations dans notre ADN de certaines maladies qu'on déclenche ou pas avec les chocs émotionnels. Peut-être, donc là, tu vois, c'est super intéressant de venir te voir aussi, de venir te voir pour ben, justement aller peut-être aller soigner quelque chose auquel on n'est pas forcément conscient, mais où tu mets le doigt justement. Alors toi, comment tu travailles avec les fleurs de bac, Florinette? Alors, je travaille, je reçois à la maison pour des Mhm. conseils ou à distance, les gens soit m'appellent, soit m'envoient un mail. euh, et donc, ils m'expliquent les émotions du moment qu'ils traversent. Mhm. Et à partir de là, de ce qu'ils vont m'exprimer, je vais pouvoir leur choisir les fleurs qui correspondent à leur état émotionnel. Tu travailles avec le pendule aussi? Non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Je travaille vraiment avec ce que je ressens au fond de moi et Mhm. avec ce que j'ai appris, puisque j'ai été formée par le centre BAC, et ce que j'ai appris des fleurs. Après, il y a tout, c'est un ensemble. Il y a la connaissance des fleurs et en même temps ce qu'on ressent. Et quand maintenant, à chaque fois qu'on me parle d'une émotion, j'ai la fleur qui vient en flash dans ma tête. Et donc, de suite, je le note. Puis après, la personne va beaucoup plus loin en m'expliquant ce qu'elle traverse. Si par exemple, elle a une angoisse, donc on essaye de déterminer
d'où vient cette angoisse, qu'est-ce qu'elle a vécu quand son angoisse a démarré, qu'est-ce qui a changé dans sa vie. Donc voilà, et ça va m'aider à vraiment lui faire un flacon sur mesure dans lequel je peux mettre jusqu'à 7 fleurs. Voilà. Et Magnifique. ça, c'est des fleurs, on va dire ça, c'est le conseil personnalisé. Ou sinon, après, sur mon site, les fleurs de bac de Florinette, on peut aussi commander des flacons que je prépare sur demande. C'est des flacons qui sont plus axés sur, alors c'est des flacons anti-stress, des flacons pour retrouver aussi la confiance en soi, parce que les fleurs de bac aussi peuvent réveiller ce qu'on aimerait faire, comment dire, ressurgir en nous, c'est-à-dire avoir plus de confiance, avoir moins de peur, ou alors être plus, comment dire, c'est surtout la confiance qui revient, mais donc voilà, c'est donc je peux donc sur mon site, il y a vraiment des flacons que je prépare qui sont donc pour l'anti-stress, donc anti-stress, pour un meilleur sommeil, pour avoir plus de confiance en soi, pour les peurs, parce que ça, les peurs, je pense qu'il y en a beaucoup. Donc Oui, c'est puis on a passé une période très difficile, voilà. c'est vraiment un Pour réveiller flacon les peurs. axé sur les peurs. C'est beaucoup de fleurs de peur qui sont dedans. Il y a aussi pour la ménopause, pour les femmes, parce que j'y reçois beaucoup, beaucoup de femmes qui souffrent de bouffées de chaleur, de tous les dérèglements, on va dire, dus hormonales, quoi. Donc, il y a la prise de poids, il y a l'énervement. Et ça marche très, très bien. J'ai des très, très bons retours et je remercie les personnes qui ont mis aussi des commentaires sur ma fiche Google parce que elles n'ont plus du tout bouffé de chaleur, parce que elles se sentent beaucoup mieux, plus en harmonie avec elles-mêmes. Elles n'ont pas, voilà, et elles aiment bien d'avoir quelque chose de naturel qu'elles peuvent prendre comme elles veulent, puisque il n'y a pas du tout Sans de risque. contre-indication, c'est sans risque. Elles peuvent les prendre avec avec leur traitement actuel, si elles ont des traitements médicamenteux. Voilà, il y a aucune interaction, tout est 100% naturel dans les fleurs de bac. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et de voir aussi l'effet sur les animaux, parce que j'ai aussi reçu des personnes pour leurs animaux qui m'expliquent l'état émotionnel de leur chien ou de leur chat. Enfin, ça peut aller jusqu'aux chevaux. Et donc, quand ils donnent les fleurs de bac aux animaux, c'est incroyable parce qu'on peut dire oui, les humains, c'est l'effet placebo, mais pas du tout, les animaux. Un petit chien qui se mord la patte jusqu'au sang parce qu'il est très stressé, et puis des fois parce qu'il ressent aussi le stress de sa maîtresse. C'est sa maîtresse. Et quand j'ai fait un flacon pour ce petit chien et que, alors là c'était c'était en fleur de bac, mais là c'est compte-gouttes parce que moi c'est souvent des flacons en spray que je donne aux personnes, c'est plus simple pour elles. Et le petit chien venait dès que sa maîtresse prenait le flacon pour lui mettre quelques gouttes dans sa gamelle d'eau, le petit chien venait lui-même, comme si qu'il savait que c'était bon pour lui. Santé. Et il a arrêté de se gratter. Il est devenu Je n'aurais pas pensé qu'on pouvait donner des fleurs, tu vois, aux animaux. Alors, il y en a qui n'aiment pas trop donner les fleurs de bac parce que dans les fleurs de bac, en conservateur, il y a de l'alcool. Donc, on dit oui que l'alcool est mauvais pour les animaux. Oui, à forte dose. Parce que si on regarde bien dans la nature, les biches, les cerfs, au mois d'automne, sont ivres, traversent la route complètement ivres parce ils mangent des fruits trop mûrs. Donc, la SPA, à chaque fois, en chaque début de saison, font une alerte, attention aux biches, aux chevreuils qui traversent comme ça, parce qu'ils ont trop mangé de fruits mûrs et ils ont un petit peu trop d'alcool. Donc, voilà. Donc, si ce serait mauvais, je pense que les animaux n'en mangeraient pas. Donc, puis même, c'est quand même mélangé avec dans de l'eau, puisque moi, quand je mets les fleurs dans un flacon, je mets des gouttes de chaque fleur et après je rajoute de l'eau. Donc c'est quand même déjà bien dilué. Voilà. Donc, mais sinon, quand les gens ne veulent pas ou que des personnes pour elles-mêmes sont intolérantes à l'alcool, même une toute petite goutte, là j'ai les fleurs de l'Atlas qui sont des fleurs de bac sans alcool et qui à la place de l'alcool en conservateur, c'est un oligo-élément qui s'appelle le cuivre. Voilà. C'est 100% naturel aussi.
et qui marche très bien aussi puisque j'en donne aux enfants. Donc, des très, très bons résultats aussi sur les enfants. Et sur les animaux en fin de vie aussi pour les aider à passer cette transition. Donc, voilà, donc toutes ces fleurs-là sont étonnantes. Moi, je suis toujours émerveillée par les résultats et ça me met en joie parce que je trouve ça extraordinaire que la nature nous offre tout ça. Ça, C'est voilà. vrai. Bah, qu'à se servir, oui, c'est le naturel, là. C'est qu'il y a forcément du potentiel pour pouvoir se soigner. La preuve, hein. La Oui, preuve. parce que nous, on fait partie de la nature. On l'oublie, mais on fait partie de la nature. Mm. Et donc, elle est là aussi. Les animaux se soignent par les plantes. Et nous, Mm. pourquoi je suis sûre que si on se penche sur les arrière-grands-pères de nos campagnes, mais ils prenaient déjà Mm. des plantes. Moi, je sais que mon père, sans aller trop loin, mon père, on lui faisait des cataplasmes à la moutarde quand il avait. Oui, Et ça c'est marchait très rigolo. Mm. On appelait les rigolos à l'époque d'ailleurs, hein, voilà. bien. Voilà. Mais oui, dans les plantes. D'ailleurs, les médecins avant apprenaient toute la pharmacopée avec les plantes, hein. C'est récemment que, depuis que les laboratoires sont là, qu'ils apprennent plus ni le nom des. Ils ont le Vidal. Enfin, voilà. En tout cas, oui. Ma petite Florinette, ça fait plus d'une heure maintenant qu'on est ensemble. Faudrait qu'on reprolonge une émission avec les fleurs de bac, ton expérience, etc. Voilà, en tout cas, Sophie et moi, on est ravis de t'avoir accueilli aujourd'hui et on espère que ce partage fera des émules, hein. N'hésitez pas à laisser vos petits pouces, vos étoiles, vos cœurs, vos commentaires, en tout cas, ce sera avec plaisir. Florinette, alors on mettra les liens, bien entendu, sous la vidéo. Sur quel lien on peut te retrouver facilement? Alors, il y a pour donc les fleurs de bac, il y a les fleurs de bac de Florinette. .fr, je ne sais jamais, je crois que c'est .fr. Et mon site de l'association où je chronique les livres, c'est leslecturesdeflorinette.fr. Les lectures de Florinette. Non, On peut aussi te retrouver sur Facebook. Oui, oui, sur Sur Facebook, Facebook, à Florinette voilà. Saint-Denis, les lectures de Florinette ou fleurs de bac de Florinette. Sur Instagram, les lectures et fleurs de bac de Florinette, parce que j'ai regroupé les deux. Voilà, pour l'instant. Et puis là, j'ai aussi une petite chaîne YouTube, mais que pour l'instant, je n'ai pas encore vraiment lancée, parce que j'ai le projet de faire des petites choses sur YouTube également. Ah bah, sur même. YouTube, on t'a vu aussi, hein. Pardon, Oui, oui, Sophie, on t'a vu aussi puisque tu as fait quelques émissions voilà. aussi Ouais. assez sympathiques avec des auteurs. C'était voilà. Donc pour ceux qui veulent redécouvrir Florinette, ils cherchent un peu sur YouTube et ils vont trouver des liens avec justement des émissions, l'empathie de Florinette. Voilà. Je laisse le mot à Sophie et ensuite à Florinette pour le mot de la fin. Ouais, je voulais vraiment te redire merci, un grand merci d'avoir partagé déjà ton histoire, de t'être dévoilée sur ton histoire personnelle, d'avoir partagé des choses vraiment intimes qui ont fait ce que tu es aujourd'hui et ce que tu poursuis. Et merci pour aussi nous avoir enseigné toute cette histoire à propos du docteur Bach que j'ignorais mais alors totalement. Et ça me donne vraiment envie de me pencher sur cette alternative-là. Donc, on va te suivre avec grand plaisir. Et puis, je vais te laisser le mot de la fin et juste te dire encore un méga merci à Florinette et à Audrey qui, comme toujours, oui, bah Audrey, tu Arrête. arrives, tu as des connaissances de On fou. est... Donc, Oui. c'est vraiment plaisant parce qu'on apprend j'apprends grâce à vous deux aussi à chaque fois. Voilà, que tu as un invité, tu as fait le choix de Florinette que je ne connaissais pas du tout, que je viens de découvrir. Et vraiment, à chaque fois, tu me surprends dans tes choix parce que bah, tu tapes pile poil là où ça résonne, où je me dis, bah, qu'est-ce que je peux lui poser comme question? Elle vient de m'en apprendre. Ouais. Voilà. Mais Florinette, comme tous les gens qui viennent, finalement, qu'on rencontre, sont des. Enfin, quand on est sur la même fréquence, on rencontre des gens de la même fréquence. Aujourd'hui, on parle de Florinette, mais elle aurait tellement de choses à dire. Ouais. En plus, Florinette est bon public aussi. Donc, voilà, mais c'est quelqu'un j'adore son intelligence, voilà, et son humilité aussi.
Humilité qui manque parfois à nombre de personnes, mais en tout cas, merci Florinette. On te laisse on te laisse le petit mot de la fin. C'est toi là, c'est toi aujourd'hui qui est à l'écran, on va dire, pour notre plus grand bonheur. Merci à toutes les deux. Votre invitation m'a beaucoup touchée. J'aime beaucoup ce que vous faites dans vos chroniques. Et j'adore le nom, les chroniques de Soho. Je trouve ça génial. Parce qu'au moins, voilà, vous êtes toutes les deux en osmose et je trouve ça chouette de vous écouter. J'aime beaucoup aimer aussi écouter l'AIUS 2025 et puis les émissions précédentes. C'est vraiment très intéressant ce que vous faites et j'invite tout le monde voilà, à venir se brancher sur votre chaîne. En tout cas, merci beaucoup à toutes les deux. Et puis, le mot de la fin, ce serait « N'ayez pas peur, vivez ». C'est presque Flaubert, tu sais. C'est pointu, ça dit avec 3 mots exactement la pensée, c'est magnifique. Merci infiniment Florinette, merci Sophie, Merci, mon amie. Vraiment, c'est fabuleux. Il faudrait qu'on refasse des émissions, ma petite Florinette, parce que tu as tellement de choses à dire. Je pense qu'avec Sophie, on creusera à un moment donné, ou peut-être faire une expérience avec toi directement et d'en parler après, justement, pour partager ce moment précieux avec toi. Voilà. Merci en tout cas à tous d'avoir écouté. Passez une excellente fin de journée, ou peut-être une matinée. On ne sait pas à quel moment vous regarderez l'émission. Nous vous embrassons bien fort. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.